J'aimerais à cet effet rassurer l'ensemble de notre peuple que je ne permettrai pas que le sacrifice consenti ensemble au cours des dernières années pour bâtir la paix et la sécurité dans notre pays et dans la région, balisant ainsi la voie vers l'émergence, soit compromis sous quelques prétextes que ce soit par ceux qui, de mauvaise foi et de manière délibérée, choisiront de rester enfermés dans leur posture négativiste. Dans leur posture négativiste, refusant le dialogue au profit de complots contre la République et en promettant sang et sueur à notre peuple. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition du journal télévisé sur Wapicom Télévision. Tout de suite, les titres. Soutenir la Constitution, les institutions et la paix sont là les buts de la marche projetée par la majorité présidentielle le 19 octobre. L'opposition attend, elle, la réaction du gouverneur de la ville de Kinshasa à ce sujet. Peut-être vers la conclusion du dialogue national après la réunion de la majorité présidentielle qui a proposé une piste de sortie, Edem Kodjo multiplie les consultations. Aux États-Unis, le deuxième acte du débat télévisé entre Clinton et Trump tourne au règlement des comptes. Et en sport, le FC Renaissance du Congo en tête du championnat national dans la zone de développement ouest après 3 journées. Une fois de plus, bonsoir mesdames et messieurs, peut-être la fin du bras de fer majorité-opposition sur la question du dialogue national ouvert depuis le 1er septembre. Ce forum national n'arrive pas à atterrir, mais hier, le bureau élargi de la majorité présidentielle réuni autour de Joseph Kabila Kabange, son autorité morale, a proposé une piste de solution. Suivez. Des options qui pourront sans aucun doute permettre de décanter la situation. En effet, l'autorité morale de la majorité présidentielle a réuni sa famille politique le dimanche 9 octobre dans sa ferme de Kingakati. Ce fut une réunion de la plus haute importance stratégique. La première décision prise par Joseph Kabila, c'est de faire en sorte que le dialogue national prenne fin la semaine en cours. Et pour y parvenir, le RAIS a demandé que le point de blocage entre la majorité et l'opposition soit levé. Obé Minakou, secrétaire général de la majorité présidentielle qui a fait le compte-rendu de cette réunion, a annoncé la clôture du dialogue pour le mardi 11 octobre. Pour rappel, le dialogue ouvert depuis le 1er septembre se trouve aujourd'hui dans une impasse totale et a du mal à trouver un terrain d'atterrissage pour la simple et bonne raison que majorité et opposition n'arrivent pas à se mettre d'accord, principalement sur le calendrier électoral. La présidentielle pour décembre 2018 selon le premier courant, contre novembre 2017 pour le second. Le match n'est pas encore fini, car le dernier coup de sifflet d'Edem Kodjo n'a pas encore retenti. Processus électoral toujours, une délégation des ministres de la SADC a rencontré ce lundi Edem Kodjo, le facilitateur du dialogue national. Au menu de leurs échanges, le déroulement du processus du dialogue en République démocratique du Congo. Déborah Ngwala. Dans cette délégation, l'on pouvait apercevoir le ministre des Affaires étrangères de la Tanzanie, celui de l'Angola ainsi que le ministre de la Défense du Mozambique. Ces hommes d'État venus à la rencontre du facilitateur au dialogue national pour une large explication autour du processus du dialogue en RDC. Nous rencontrons les facilitateurs pour essayer de comprendre effectivement comment se déroule le processus. La SADC est intéressée par la paix et le dialogue en République démocratique du Congo. Suffisamment informés à ce sujet, ces membres de la SADC vont profiter de leur séjour à Kinshasa pour écouter tous les protagonistes au processus en vue d'œuvrer dans la paix, gage de développement. On va rencontrer les partis politiques, les différents
les différents groupes qui sont les acteurs politiques de la RDC et la communauté internationale. Et en début de soirée, le facilitateur du dialogue s'est entretenu avec les membres de la SENCO ensemble. Ils ont fait le point sur l'évolution du dialogue. Alors je vous propose le compte-rendu de cette réunion. Notre but de notre mission, c'est très simple et très clair. Il y a 3 éléments. Le premier élément, c'est de soutenir l'Église catholique au Congo. Deuxième but, c'est d'augmenter la voix de l'Église catholique ici et de soutenir l'Église dans ses efforts de promouvoir une transition et des nouvelles élections apaisées. D'abord, l'Église a appelé pour un dialogue national il y a 4 ans, en 2012. L'Église insiste que l'Église congolaise, n'est-ce pas, insiste que la Constitution soit respectée. Donc ça, c'est les conditions de base, n'est-ce pas? Et ce sont des conditions que tous les pays, que la Constitution créée il n'y a pas très longtemps, soit respectée. Nous sommes prêts à écouter tout le monde, nous sommes prêts à rencontrer tout le monde. La SENCO a organisé un programme de visite, y compris les visites avec l'opposition qui font partie du dialogue national, ainsi que l'opposition qui est à l'extérieur, hors du dialogue, ainsi que les rencontres avec la partie en majorité. Peut-être que la situation politique actuelle du pays demande la multiplication des marches pour se faire entendre, après celle de l'opposition du 19 septembre qui s'est terminée cauchemardesquement. La majorité présidentielle projette également la sienne pour le 19 octobre prochain. L'objectif selon l'organisateur est de soutenir la Constitution et les institutions. Des précisions dans cet élément. Cette marche aura pour but de soutenir la Constitution, les institutions de la République et la paix. Question également pour la plateforme présidentielle de drainer une marée humaine pour montrer à la face du monde que la majorité présidentielle draine derrière elle des milliers de membres sympathisants et effectifs dans la capitale. Ce programme met André Kimbuta devant un dilemme. Le gouverneur de la ville de Kinshasa qui avait interdit toute manifestation politique dans la capitale, le numéro 1 de Kinshasa jouera-t-il le jeu de la majorité présidentielle, sa famille politique, ou va-t-il tenir mordicus à sa décision? Les opposants le tiennent à l'œil. Il a d'ailleurs été visé par une plainte de l'UDPS suite aux événements du 19 et 20 septembre dernier. Au regard de la pression actuelle, où les deux camps veulent montrer chacun ses biceps, Kimbuta est donc appelé à la loyauté. La loi est impartiale et ne peut pas s'appliquer seulement à une seule famille politique. Douralex, Sedlex. La dépréciation du franc congolais, la baisse des cours des matières premières et la paie des fonctionnaires sont là les uns des sujets abordés cet avant-midi à la réunion de la Troïka stratégique, une Troïka présidée comme d'habitude par Augustin Matata Pogno, Premier ministre. Au cours de cette troïka, il ressort que le franc congolais se voit toujours dans l'instabilité. L'affichage à l'indicatif auto-officiel est de 1027 francs contre $1 américain, 1197 francs au marché parallèle. Une dépréciation accélérée que le gouvernement compte y remédier. Il a été noté qu'il y a toujours une accélération et des mesures sont en train d'être prises pour contenir cette accélération. S'agissant de la paye, il ressort qu'elle se poursuit normalement, mais la Troïka a dénoncé le braquage d'un convoi de la Caritas à Ilebo. Il faut noter que la paye se poursuit normalement, mais il y a un fait à dénoncer ici et à stigmatiser, c'est le braquage du convoi de Caritas à Ilebo. Et il y a eu mort d'homme et le butin a été emporté. Des mesures sécuritaires ont été recommandées pour que Caritas puisse collaborer avec les services de sécurité. Pour ce qui est de l'économie mondiale, le cours de matières premières ont connu une légère baisse. Le cuivre s'est échangé à 4 798 $ la tonne, l'or s'est échangé lui à 1 265 $. Le cobalt a gardé son prix de la semaine dernière. Le pétrole a par contre connu une hausse, tant au marché de Londres que de New York. Le baril s'est négocié à 52,62 $ américains.
Et tout juste après cette réunion, Matata Ponyo, le Premier ministre, a reçu la délégation de l'Association congolaise des banques. La problématique de la rétribution de ces banques par le gouvernement était au centre de leur discussion vu que ces banques participent au processus de la paye des fonctionnaires. Suivez. Une réunion très importante qui s'inscrit dans le cadre de la collaboration entre les gouvernements congolais et l'Association congolaise des banques qui s'implique dans la paye des fonctionnaires. Notre préoccupation, c'est la rétribution des banques dans le cadre de la paye des fonctionnaires pour laquelle le gouvernement a du retard dans l'exécution de son programme. Et nous sommes venus voir avec son Excellence le Premier ministre et ses collègues du gouvernement et de la Banque centrale quelles étaient les voies et moyens que nous pouvions trouver ensemble afin de résorber ce retard et que les banques soient rétribuées dans le cadre de l'exercice de la paye des fonctionnaires. Un retard dû aux difficultés qu'éprouve actuellement le pays sur le plan économique. L'Association des Congolais des banques est également venue compte tenu des exigences qu'elle a en matière de comptabilité, vu que nous nous approchons vers la fin de l'année. Nous approchons de la fin de l'année, donc de la clôture des comptes, et ça n'ira pas sans poser des problèmes par rapport aux exigences que nous avons en matière de comptabilité vis-à-vis de nos obligations vis-à-vis de la Banque centrale et de l'application des normes prudentielles. Donc là, nous devons évidemment trouver une solution ensemble avant la fin de l'année, une solution qui soit satisfaisante pour les deux parties. Rendons-nous à présent dans la province du Nord Kivu où la notabilité de cette province exige le départ des rebelles sud-soudanais sur le sol congolais. Ceci à travers une lettre adressée au chef du bureau de la MONUSCO 10 jours après un sit-in qu'elle a organisé devant le gouvernorat du Nord Kivu, au terme duquel un mémorandum remis au gouverneur a été adressé au Premier ministre exigeant la relocalisation des rebelles sud-soudanais dans un autre État africain. L'actualité internationale en Éthiopie, le gouvernement durcit le temps depuis plusieurs semaines. Le pays est confronté à une vague de contestations, des manifestations anti-régime qui ont abouti à des scènes de meute, à des sanglantes répressions, un chaos auquel Addis Abeba a décidé une réponse inédite, l'état d'urgence dans l'ensemble du territoire national. C'est une mesure sans précédent. En 25 ans, jamais l'Éthiopie n'avait déclaré l'état d'urgence sur l'ensemble de son territoire. La mesure doit durer 6 mois. Nous sommes dans une situation où la paix et la stabilité de notre pays, mais aussi la sécurité de notre population est compromise. Les responsables sont des éléments belliqueux qui, en collaboration avec les ennemis extérieurs de l'Éthiopie, travaillent ensemble pour déstabiliser le pays. Dans la ligne de mire du gouvernement, les communautés Oromo et Amhara, deux groupes ethniques qui composent 60% de la population éthiopienne et contestent un pouvoir détenu par une petite élite, celle des Tigréens. Depuis plusieurs mois, les Oromo réclament une ouverture politique et contestent la privatisation des terres agricoles au profit d'entreprises étrangères. Mais les protestations ont pris un nouveau tournant dimanche dernier, quand 55 personnes ont été tuées lors d'un mouvement de foule provoqué par un tir de sommation de la police lors d'un festival religieux et musical de la communauté Oromo. Une bavure qui a mis le feu aux poudres. Des complexes touristiques, des fermes et des usines appartenant à des étrangers ont été incendiés. Pour l'opposition, l'état d'urgence n'a d'autre but que de consolider le pouvoir policier du gouvernement et d'empêcher toute manifestation. Cette annonce nous a choqués et attristés. Nous avions espéré que le gouvernement y réfléchisse à 2 fois et ouvre l'espace de la discussion. Les leaders religieux, les responsables académiques et les citoyens demandent au gouvernement de faire preuve de retenue et d'ouvrir un dialogue national. Mais il répond comme à son habitude, et son habitude, c'est d'utiliser toujours plus de force et de répression. Les détails de l'état d'urgence restent flous. Le réseau Internet mobile et les réseaux sociaux sont coupés depuis 5 jours. Les protestataires, eux, ont déjà montré qu'ils ne reculeraient pas devant ces intimidations. Plusieurs routes menant à Addis Abeba sont actuellement bloquées. C'était peut-être un règlement des comptes, ce deuxième débat télévisé entre Clinton et Trump. Nous sommes là aux États-Unis, un débat dans une ambiance très tendue.
Après la révélation des propos vulgaires et sexistes du candidat républicain, le milliardaire a choisi de contre-attaquer en accusant Bill Clinton d'agression sexuelle. Cette fois, ils ne se sont même pas serré la main au début du débat. Hillary Clinton et Donald Trump se retrouvent dans un climat électrique. Et d'abord, au sujet de la vidéo qui accuse le candidat républicain de propos sexistes. Donald Trump s'excuse du bout des lèvres. C'était une discussion de vestiaire, j'en suis pas fier. Je me suis excusé auprès de ma famille, auprès du peuple américain, je ne suis pas fier de ça. J'ai un très grand respect pour les femmes, personne n'a plus de respect pour les femmes que moi. Mais surtout, le candidat républicain va contre-attaquer en s'en prenant directement au mari d'Hillary Clinton, présent dans la salle. 1 heure avant le débat, coup de théâtre, il présente à la presse plusieurs femmes qui accusent Bill Clinton d'agression sexuelle. Si vous regardez Bill Clinton, c'est bien pire. Moi, ce n'était que des mots. Lui est passé à l'acte. Qu'est-ce qu'il a fait pour les femmes? Il n'y a jamais eu personne dans l'histoire politique de ce pays qui a été si violent envers les femmes. La candidate démocrate esquive devant son mari, impassible. Je me souviens de ce que mon ami Michelle Obama nous a tous conseillé. Quand ils s'abaissent, nous nous élevons. Un Donald Trump comme un lion en cage, offensif et prêt à tout pour déstabiliser sa rivale. Notamment lorsqu'est évoquée l'affaire des courriels d'Hillary Clinton. La candidate est accusée depuis plusieurs mois d'avoir envoyé des milliers de mails à partir d'une messagerie privée non sécurisée alors qu'elle était secrétaire d'État. Si je gagne, je vais donner l'ordre à mon ministre de la Justice de nommer un procureur spécial pour faire la lumière sur votre situation. Parce qu'il n'y a jamais eu autant de mensonges, autant de choses cachées. C'est vraiment bien que quelqu'un ayant le tempérament de Donald Trump ne soit pas chargé des lois de notre pays. Parce que vous seriez en prison. Les deux candidats se sont également affrontés sur la question des impôts ou sur le rôle de la Russie de Vladimir Poutine dans la campagne américaine. Seul moment d'accalmie, lorsqu'un homme dans le public leur demande de citer un point positif chez leur adversaire. Elle dresse les louanges des enfants Trump. Lui salue sa ténacité, mais cette nuit, seule cette poignée de main, à la fin, les aura rapprochés. 1 millier de morts, c'est le bilan toujours provisoire et officieux du passage de Matthew en Haïti, un pays dévasté, un pays en deuil, un pays désormais confronté à la menace de l'épidémie de choléra. Sur la côte sud-ouest d'Haïti, près de 90% des bâtiments ont été détruits. Et pour les rescapés qui tentent tant bien que mal de trouver eau et nourriture, une autre menace plane, celle du choléra, une maladie à la période d'incubation très rapide qui se répand par l'eau contaminée. J'ai 5 personnes à ma charge et je n'ai pas 1 centime pour acheter un médicament. Ils ont de la fièvre, mais je n'ai pas l'argent pour aller à l'hôpital pour acheter du sérum. Le choléra cause des diarrhées aiguës qui, sans hydratation nécessaire, peut tuer en quelques heures. À l'hôpital de Port-Piment, au cœur de la zone ravagée par l'ouragan Matthew, les 2 docteurs et 7 infirmières, déjà débordés par la catastrophe, s'inquiètent. À court de médicaments, de nourriture et même d'eau, ils comptent déjà 60 cas de choléra et 4 morts. Nous avons besoin de sérums oraux contre les diarrhées et de tablettes de purification d'eau pour pouvoir sauver ces gens. Ils sont désespérés. Nous n'avons plus d'eau. Il faut trouver de l'eau si nous voulons empêcher le nombre de cas d'augmenter. Bien conscients du danger qui menace, les secours concentrent leurs efforts pour tenter de remettre sur pied les centres médicaux du sud de l'île, d'y acheminer l'eau potable et d'organiser l'enterrement en fosse commune des morts pour limiter le risque d'épidémie. Au moins 900 personnes ont été déclarées mortes ou disparues après le passage de l'ouragan Matthew, un bilan meurtrier qui, avec le choléra, pourrait rapidement doubler. Depuis le tremblement de terre de 2010, la maladie a déjà fait 10 000 morts. L'actualité sportive reste dominée par la récente victoire des Léopards de la République démocratique du Congo et la RDC a bien lancé sa campagne des éliminatoires de la Coupe du Monde de Russie 2018 pour la zone Afrique. Victoire 4-0 pour les hommes de Florent Ibenge. Question d'assurer le démarrage de la campagne. C'était le samedi 8 octobre au stade des Martyrs. Suivez.
Ah ouais. Encore un troisième but fois ça. Oh là là. La RDC a tenu son rang face à la Libye, le 51e au classement FIFA, s'est logiquement imposé devant un adversaire classé 76e au rang de la FIFA. Les hommes de Florent Ibenge ont profité de leur temps fort au début pour ouvrir le score. Servi dans la surface par Yannick Bolassier, Dieu merci Mbokani du pied gauche lâche une belle frappe qui heurte le poteau avant de finir sa course au fond du filet. Ah, il est parti Bolassier, il y a un jeu un peu légèrement. Malgré cet avantage, les Congolais ont eu du mal à prendre en main la rencontre, jeûnés par les Libyens volontiers, vifs et techniques, qui entre la 7e et la 16e minute se sont procurés 3 occasions de scorer. Il a fallu attendre le dernier quart d'heure pour voir les Léopards appuyer sur l'accélérateur et faire le break après 3 occasions ratées. C'est Jonathan Bolingimpangi qui va inscrire le second but, servi en retrait par Jacques Magoma. L'attaquant du tout-puissant Mazembe frappe à ras de sol qui trompe Khalid Ouarfali. Un tir parfois qui fait très mal. Attention, c'est pas fini face à... Le score restera inchangé jusqu'à la mi-temps. Les hommes de Florent Ibenge vont commencer la seconde période comme ils avaient fini la première avec une grosse domination qui aboutit par un 3e but à la 57e minute. Issa Mapeko fait une course d'environ 80 mètres avant de centrer pour un doublé de l'attaquant de Hull City. En Angleterre. Ah ouais. Le 4e but signé Firmin Moubele viendra totalement enfoncer le chevalier de la Méditerranée qui n'avait plus d'énergie pour contenir les assauts des Bolassi, Moubele ou encore Chancel Mbemba. Ils ont même failli encaisser le 5e but. Après un parfait service, Firmin Moubele enroule les ballons. La parade du gardien libyen était impuissant, mais le but de Bakambu sera refusé pour position de hors-jeu. 4-0, les Congolais ont bien lancé la campagne. Rendez-vous le 12 novembre prochain à Conakry pour la 2e journée. Cette campagne, le prochain match, c'est au mois de novembre à Conakry contre la Guinée équatoriale. Bravo! On va parler Ligue nationale de football, 22e édition. Le FC Renaissance du Congo ne désarme pas à la zone de développement ouest. En tête du championnat depuis la 2e journée, le club s'est maintenu après 3 journées. Victoire hier à Matadi devant l'SVT Club, 2-1. Rachidi Moussinga et Rachidi Assoumani étaient les porte-bonheur des hommes d'Eric Chibassou qui reste en tête avec 9 points. La victoire de l'SV Club devant le Sporting Club Rojolou n'a pas permis aux hommes de Florent Ibenge de s'emparer du fauteuil de leader. Courte victoire 1-0 avec une réalisation d'Ernest Sougira. À suivre ce mardi au stade des Martyrs, le Daring Club Motema Pembe affronte l'AS Dragon toujours dans le cadre de la 3e journée. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette grande édition du journal. À présent, le rappel des titres. Soutenir la Constitution, les institutions et la paix sont là les buts de la marche projetée par la majorité présidentielle le 19 octobre. L'opposition attend, elle, la réaction du gouverneur de la ville de Kinshasa à ce sujet. Peut-être vers la conclusion du dialogue national après la réunion de la majorité présidentielle qui a proposé une piste de sortie. Edem Kodjo multiplie les consultations. Aux États-Unis, le 2e acte du débat télévisé entre Clinton et Trump tourne au règlement des comptes. Et en sport, le FC Renaissance du Congo en tête du championnat national dans la zone de développement ouest après 3 journées. Ce journal est à suivre au www.congodialogue.com. Au revoir. soki ndeta olingi mboka toyokana bato nyonso ya kongo tobosana lelo koswana tomipesa mpona ekolo. J'aimerais à cet effet rassurer l'ensemble de notre peuple que je ne permettrai pas que le sacrifice consenti ensemble au cours des dernières années pour bâtir la paix et la sécurité dans notre pays et dans la région, balisant ainsi la voie
vers l'émergence soit compromis, sous quelques prétextes que ce soit. Sous quelque prétexte que ce soit, par ceux qui, de mauvaise foi et de manière délibérée, choisiront de rester enfermés dans leur posture négativiste. Dans leur posture négativiste, refusant le dialogue au profit de complots contre la République et en promettant sang et sueur à notre